Bonjour Maxence, comment ça va? Bah, ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maxence, j'ai 24 ans et je suis donc traducteur littéraire et technique, entre autres. J'ai fait mes études à la faculté de traduction et d'interprétation à l'Université de Genève, en Suisse. Et j'ai travaillé donc pour des maisons d'édition qui avaient des collections spécialisées dans les nouvelles romances, les new romances. Et à côté de ça, j'effectue donc, je me concentre vraiment sur des recherches et sur la traduction des textes érotiques, les textes à caractère sexuel. C'est quoi la traduction érotique? L'ensemble des textes qui décrivent et qui explorent la sexualité humaine. Après, le texte érotique, ça peut aller de juste une toute petite, quelques pages, même pas un paragraphe qui aborde un moment, je sais pas, une fellation par exemple, ou moins que ça parfois, à quelque chose qui est vraiment un roman entier qui est basé sur les relations sexuelles. Donc, et ça peut être plus ou moins explicite aussi, et la manière de le dire aussi peut grandement varier. Donc après, c'est des écrits qui abordent le plus souvent les thèmes de l'amour, de la sensualité, l'intimité surtout. Mais après, ça peut aussi traiter d'autres sujets qui sont sociétaux. Le texte érotique va avoir une narration, une trame qui peut être très spécifique, va avoir aussi un vocabulaire qui peut changer totalement d'un roman policier, en fait. Donc, je dirais que la traduction littéraire, c'est le parapluie où dedans on a tous les genres de la littérature et chaque genre peut être traduit. C'est une littérature qui se lie à une main parce que tu tiens le livre d'un côté, mais de l'autre côté, bah, tu fais tes affaires. Est-ce qu'on préfère une langue imagée ou une langue plus directe? Bah, on va adapter le langage en fonction du contexte. Et si on respecte pas et qu'on se dit, bon, bah, moi, j'aimerais bien avoir une langue plus imagée, mais que ça colle pas du tout au personnage, la lectrice, ça va dénoter directement, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir cette idée de, oui, voilà, on peut avoir des romans érotiques qui sont un peu fleurs bleues, comme ça, où on fait preuve d'imagination pour décrire, ce qui est très bien, hein, avec des métaphores, des euphémismes, des métonymies, enfin plein de méthodes pour, euh, pour rendre la chose plus belle, entre gros guillemets, parce que beau, c'est très subjectif. Mais juste à certains moments, en fait, prendre une langue terre à terre, c'est ce dont on a besoin parce que le contexte le demande. Le vulgaire et l'obscène, c'est en fait une question de sensibilité totalement. Je pense que les gens, quand on parle de vulgaire, on pense directement à quelque chose comme utiliser des mots argotiques, des choses comme ça. Donc oui, si on parle de ça, de vraiment la catégorisation des mots, oui, bah on évite, alors si on veut pas aller dans le vulgaire, on évite d'utiliser des termes argotiques et on va plus dans quelque chose plus neutre, avec des gros guillemets. Mais en fait, le corps, c'est aussi l'objet de la médecine, dans une morgue, en fait, où on fait des autopsies, où on parle du corps. Et en fait, il y a des personnes qui disent, bah oui, mais moi, quand je vois un vocabulaire trop neutre pendant les actes sexuels, j'ai juste l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fait disséquer, en fait, et qu'il y a une autopsie. Quel est le plus grand mythe de cette littérature? Quand on pense au sexe, en fait, ça va plus loin que juste cette image de, il y a une ou un pénétré et un pénétrant ou une pénétrante. En fait, ça va plus loin que ça. Et justement, le récit érotique, il joue là-dessus. Il joue sur les cinq sens. Pour le toucher, on peut avoir tout ce qui est du sens de effleurer, etc. Après, l'odorat, on peut dire, parfois, il y a l'odeur qu'il y avait dans la pièce, l'odeur de transpiration, l'odeur des semences, etc. L'odeur des parfums aussi qui peuvent se mélanger. Après, pour le goût, bah, c'est pareil. Il y a un exemple qui est assez drôle, je trouve, c'est que on peut avoir dans le domaine du sexe, on peut avoir des métaphores justement culinaires, où par exemple le sperme, en anglais c'est assez fréquent, en français un peu moins, mais des fois on voit des calques, où le sperme est décrit comme de la crème, par exemple. Et donc là, on va jouer vraiment avec le goût. On va dire, bon, bah voilà, sa peau avait le goût de, etc. Et donc, on associe les différents sens en disant, bah, ça a le goût de son parfum. Bah oui, bah alors déjà, on a l'odeur du parfum et après, on va aller lécher la peau. On a aussi le goût qui intervient. Après, l'ouïe, bah, c'est pareil, c'est tout. C'est bah, quand une personne va grogner au lit, quand on va avoir le bois qui va commencer à grincer, qu'on va ça va taper contre les murs, etc.
il y a quand même une toile de fond, il y a la scène sexuelle, mais il y a la toile de fond avec les relations entre les humains, où en fait, ben, quand même, on peut décrire, par exemple, je sais pas, un plan cul, mais un plan cul, c'est quand même une relation humaine. Même si on dit, bon, bah ouais, il n'y a pas d'attache, no strings, etc., etc., c'est quand même une string qui est spéciale. Il y a une string entre les deux, qui choisissent de ne pas avoir de strings, par exemple. Et donc, c'est ça aussi le récit érotique, c'est que ça va plus loin que juste décrire. Et parfois, on décrit, bah, ils utilisent la description pour montrer vraiment une atmosphère, une relation entre les personnages ou le caractère de certaines. Et est-ce qu'il arrive que des passages soient censurés ou atténués? Il peut y avoir des contraintes, on va dire, éditoriales, dans le sens où euh, on a des maisons d'édition qui peuvent demander, oui, bon, bah, voilà, euh, il faut nous prévenir s'il se passe ça dans le récit, il faut nous prévenir. Peut-être pas pour censurer totalement, mais je pense que maintenant, on est plus dans une culture, enfin, on entre dans une culture de on prévient et on informe pour que les personnes puissent s'éduquer à propos de ça. On est quand même, la culture est très influencée par la culture états-unienne ou canadienne. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas des grands écarts de culture entre les deux qui font qu'on va devoir se censurer, etc. C'est quoi les principaux défis dans ce domaine? Il faut quand même que la lectrice ou le lecteur puisse comprendre ce qui se passe en fait, parce que des fois c'est vrai que ça bouge un peu dans tous les sens, il y a cette partie du corps, il y a cette partie du corps et tout, donc ça peut être un peu compliqué. En voulant reconstituer un peu certaines phrases ensemble et les mettre ensemble, ben en fait c'est quand même, ça peut être vu comme une chorégraphie, et en fait je mettais un mouvement avant l'autre, et donc ça avait plus de sens. Ça m'est arrivé que une fois où vraiment j'ai dessiné la scène en fait, et j'étais en colocation et avec ma colocataire, je lui ai montré la figure, enfin ce que j'avais dessiné. Après, je lui ai dit, bah, lis le chapitre maintenant. Est-ce que c'est ça ou pas? Elle m'a dit, oui, c'est ça. Et du coup, je dis, ok, c'est bon, j'arrive à m'imaginer ce qui est en train de se passer, où est le pied et tout, parce que c'était une histoire le monsieur avait le pied sur la gorge de l'autre pendant qu'il le pénétrait. Un défi de traduction en anglais quand tu passes de l'anglais vers le français, en fait, les adjectifs possessifs anglais sont marqués par le possesseur ou la personne, enfin par la personne qui possède en fait. Donc si on dit his leg, on va savoir que la jambe appartient à quelqu'un qui est masculin. Alors que quand tu vas passer en français et que tu vas dire his leg, tu passes à sa jambe. Et en fait, on ne sait plus qui c'est. Et donc ça peut être en fait un défi de la traduction érotique, c'est qu'en fait, vu qu'on va parler de, oui, bah alors maintenant, elle va faire ça avec son pouce, et ensuite, elle va faire ça avec son oreille, etc., etc. En anglais, ça peut être très clair parce que on sait qui possède. En français, c'est un peu plus corsé parfois, et on doit faire des tours de passe-passe parce qu'on perd cette nuance. Donc ça peut être pour ça, par exemple. Et l'impératif de clarté, ça peut parler de ça, c'est vraiment faire en sorte que le lecteur ou la lectrice soit pas perdu dans un amas de corps. Quand on a des relations avec des personnes qui s'identifient donc au même genre, ça se mélange beaucoup et donc faut faire des tours de passe-passe. Et je me souviens que j'avais pris l'habitude qui était de répéter les prénoms très souvent parce que j'avais envie que ce soit clair en fait. Et je me souviens que j'avais eu des correctrices qui m'avaient dit mais là c'est quand même c'est un peu lourd, hein, tu répètes beaucoup les prénoms. Et je disais ah, bah oui mais autrement je sais pas, je vois pas comment faire parce que là ça va un peu dans tous les sens et j'ai envie qu'on sache vraiment qui. Au Québec, on peut dire bisoun, zizi pour pénis. On peut dire gosse ou schnoll ou couille pour les testicules. On peut dire noun, plot pour le vagin. On peut dire foufoune pour fesses. Toton pour sein. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? L'anglais il est moins regardant sur les répétitions quand même que le français. En tout cas, dans la littérature érotique, c'est ce qu'on remarque, c'est que cock est utilisé non-stop. Alors qu'en français, bah voilà, donc on peut avoir pénis, on peut avoir membre aussi qui est un peu euphémisé, qui peut être utilisé. On peut avoir ensuite des métaphores vraiment, ou alors des fois on remplace, on fait une sorte de transposition grammaticale où en fait on va prendre cock qui est le substantif et on va le mettre sous forme de verbe en fait. Et on va juste dire qu'il y a quelque chose comme une pénétration, par exemple. Et si on a, je sais pas, quelque chose qui est comme throbbing cock, qui est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de, ça pulse, quelque chose comme ça, bah justement, pulser.
Ça peut être un verbe qu'on peut utiliser pour faire ressentir ce qui se passe du côté anglais qui utilise un substantif avec un adjectif à côté. J'avais une personne autour de moi qui avait dit que pour l'anus, elle avait déjà vu le petit bouton de tous les plaisirs ou des choses comme ça qui sont très poétiques, très imagées, etc. Et donc, on peut aller piocher là-dedans, ou on peut hésiter et justement, on va faire peser les connotations la diachronie aussi, est-ce que ça se dit encore de nos jours ou pas, est-ce que ça se dit dans mon ère culturelle ou pas, etc., etc. Comment on traduit le verbe cède? Souvent, j'ai remarqué, mais enfin ça c'est juste une impression personnelle, c'est que en anglais ils utilisent beaucoup, souvent les trois mêmes verbes, to mow, growl, rasp, qui reviennent non-stop en fait. Et donc c'est vrai que au bout d'un moment on a dire, oui effectivement, mais dire c'est on va dire le verbe plat de bah, juste il y a une personne qui énonce quelque chose. Et après bah, on va mettre des intentions dans ce verbe-là. Et donc effectivement moi, enfin on tourne très vite en traduction érotique avec gémir, euh, geindre parfois un petit peu. On peut avoir crié, on peut avoir soupiré, on peut avoir haleté, couiné, râlé, pleuré, rouspété de plaisir, etc., etc. On en a des tonnes et on peut s'amuser à aller dedans en fonction de que ressent le personnage, en fait. Quel genre de ressources utilises-tu? Il existe des dictionnaires et des lexiques de la relation sexuelle. Bon, il y en a beaucoup même, hein. C'est juste que bon, ils sont pas vendus à côté des Larousse. Et je me suis mis à faire ça aussi, c'est utiliser les sites pornographiques en fait comme des ressources et des lexiques, euh, parce que bah, vraiment ça regorge vraiment d'usage de la langue dans le domaine du sexe. Et on peut aller regarder, bah justement, on voit des tendances qui arrivent, qui repartent, etc. On peut voir justement, bah, souvent, ce qui fait le plus rire pendant l'année, c'est quand les sites pornographiques publient les cartes en disant, bah, en fait, si jamais en France, la catégorie la plus regardée, c'est ça. En Suède, c'est ça, etc. Et ça fait rire, mais ça peut donner une indication, en fait, sur le climat sexuel d'un pays aussi. Donc, on peut regarder par là, on peut regarder sur les forums, on peut regarder des personnes qui sont spécialisées là-dedans, dans le travail du sexe aussi. On va aller regarder du côté des travailleurs, des travailleuses du sexe. Enfin, par exemple, j'ai eu des extraits qui parlaient de cam girl et de cam boy. Le Kama Sutra, c'est un livre qui est fait pour recenser les positions sexuelles. Et donc, en fait, les trois quarts des positions du Kama Sutra, tu les vois jamais parce que sinon ça fait un peu cirque. Parce que dans l'usage, il y en a qui s'amusent à le faire, mais c'est souvent des choses qui sont très précises, etc. et qui peuvent avoir des noms qui peuvent sonner ridicules avec, je sais pas, le lotus inversé, le signe, etc. Enfin, si tu commences à dire ça dans After, je pense que non seulement les gens vont pas comprendre déjà, mais en plus, ça peut être un peu ridicule. Les sons, quand il y en a, est-ce qu'ils sont traduits? Dans les sextos, il y a énormément d'onomatopées souvent. On a le H, M, 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 et plus t'es excité, tu mets vraiment plein de M si t'es très, très excité, tu vois. Et tu vois, le ou, et justement, si moi, je sextote, on va dire, je vais utiliser le HM, mais si je vois quelqu'un d'autre qui utilise le HUM, je vais être là. Mais moi, à mes yeux, le HUM, c'est genre comme ça, en mode j'hésite. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça des fois un peu risqué. Ça pourrait être risqué de traduire des sons et des onomatopées parce que c'est difficile d'y s'imaginer ce que ça veut vraiment dire, tu vois, sans l'image. Un onomatopée qui revenait très souvent, c'était le an, le HAN. Enfin, ça peut être une sorte de gémissement, je sais pas, genre. Et maintenant, si je le mettais, je trouverais que ça dénoterait totalement parce que je crois que en fait, on n'est pas habitué à ça et personne ne verrait le son que ça fait. Le spontané qu'est le sexuel, il peut sortir vraiment beaucoup de choses comme mot, en fait. Et donc, du fuck, je pense, on peut avoir du merde, je pense, parfois. Euh, on peut avoir, je pense que l'interjection la plus connue dans le français, en tout cas en Suisse et en France, j'ai l'impression aussi, c'est le putain. Comment on traduit des scènes de masturbation?
C'est un thème qui revient beaucoup dans la masturbation, c'est la lubrification et le caractère mouillé, en fait. Et donc là, justement, on peut voir ce qu'on peut mettre parce que on peut avoir pour wetness, on peut avoir donc rester dans une sorte de neutre médical avec le caractère de quelque chose qui est lubrifié, qui est mouillé. Si justement on peut avoir mouillé on va dire en adjectif, qui est pas trop familier, mais si tu le passes en substantif et que tu parles de la mouille, là c'est directement il y a une connotation en plus, enfin en tout cas de mon côté, pour ma sensibilité personnelle, la mouille c'est quelque chose de qui est plus familier, par exemple. Et après, ça dépend, on peut parler, je sais pas, de la perlée, de la rosée, ou ça peut être justement une métaphore un peu de la nature. Quand tu sors d'une session de traduction de texte érotique, tu vois des sous-entendus partout, en fait. Le verbe prendre, c'est très compliqué de l'utiliser quand tu sors d'une session de traduction érotique parce que t'as vraiment, hein, tu penses vraiment à quelque chose comme ça. Le verbe, alors en français, ça le fait moins, mais en anglais, to come, après, C-O-M-E, même si on a de plus en plus le C-U-M qui vient, mais to come, I'm coming. Est-ce que de nos jours, il y a plus de traductions érotiques queer? Je pense qu'il y a un gros marché de la romance érotique vraiment gay. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent qui sont en fait des femmes cis hétérosexuelles, qui sont dans un mariage, enfin qui sont mariées, etc., un homme, etc. Et elles écrivent cette littérature-là. Et là, c'est vraiment, encore une fois, c'est mes impressions personnelles, c'est pas spécialement fondé, mis à part sur l'expérience. Donc, mais je trouve ça très intéressant de voir ça parce que ça dit beaucoup, je pense, au niveau sociologique de comment on voit la personne gay ou comment plus que ça on voit une personne qui fait pas partie de ma communauté, etc. Comme, enfin, j'extrapole extrêmement, mais toutes ces idées de fétichisme qu'on peut avoir, tout le courant de l'orientalisme en histoire de l'art, c'était une idée de imaginer comment est quelqu'un qui est pas de notre communauté. Et donc là, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression de... Et ça dépend après comment la personne amène ça. Ça peut être de manière très respectueuse. Et puis, en tout cas, je parle pour moi, il n'y a pas de souci. Après, c'est ça qui peut être intéressant, c'est que la place du traducteur, on va dire l'identité du traducteur ou de la traductrice, c'est est-ce que si moi je suis pas de la communauté gay, est-ce que je peux écrire sur une personne, une relation gay? Est-ce que je peux traduire sur une relation gay aussi? Et pas, et je pense que ça va plus loin que juste est-ce que je suis légitime à l'écrire. Alors, je suis d'accord qu'il y a une part de légitimité, mais je pense qu'il y a une autre part, c'est est-ce que je connais en fait comment ça marche? Parce qu'il y a des romans que j'ai traduits qui avaient des passages sexuels entre hommes, et j'étais là, mais en fait, si jamais ça marche pas comme ça. C'est un peu bizarre. Et aussi par rapport à nos expériences, etc où tu vois, enfin, et ça, je pense que les femmes hétérosexuelles, elles peuvent témoigner, c'est la lubrification, tout simplement. Ça peut être un sujet qui arrive pas du tout dans un roman érotique. Par contre, ça tape méga fort, etc. et tout. Et par contre, on parle rien du tout de l'avant, etc. Tu vois. Donc, et c'est des choses comme ça où en fait, est-ce qu'une personne qui est pas dans la communauté va vraiment comprendre les sous-entendus, va avoir ces notions d'usage et tout ça qu'on a dans une communauté? Avant l'épidémie de VIH et de SIDA aux États-Unis, dans la communauté gay new-yorkaise, il y avait énormément de codes vestimentaires qui étaient utilisés dans les lieux de drague, les lieux de rencontre, les cruising spots, dans les bars et tout, et que si tu vas pas vraiment dedans ou si t'as pas vécu ça, c'est très difficile de comprendre en fait, hein. Toutes ces histoires, par exemple, les hommes portaient des foulards de certaines couleurs dans la poche arrière droite ou gauche du jean. Bah, ça voulait dire que tu cherchais ça si c'était jaune à droite. Ça voulait dire que tu voulais ça si c'était, par exemple, je sais pas, marron à gauche. Et c'est plein de codes comme ça. Et c'est difficile quand tu fais pas partie de la communauté de parfois de faire des recherches ou d'avoir les ressources autour de toi pour comprendre aussi. Au niveau de la domination, on a dans la littérature gay et dans les communautés gays, on a beaucoup ces idées on a l'actif et on a le passif. Et souvent, on peut avoir ou le top ou le bottom, qui sont les équivalents en français. Le top, bottom et l'actif passif, qui sont utilisés,
qui ont été mis dans l'usage de plus en plus. Et après, justement, et ça c'est rigolo, et ça je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant, c'est que justement le sexe, de toute manière, c'est sociologique, c'est les humains et tout, donc ça évolue. Et justement, on a ces rapports de force, les rapports de genre, les nouvelles approches en sexologie, etc., avec où on a l'érotique du sensible qui est mis en avant, etc. Ça fait évoluer bah, les mœurs, ok, d'accord, mais ça fait du coup évoluer le langage aussi, et dans le domaine du sexe aussi. Et donc, par exemple, on avait cette idée vraiment de top et de bottom, et inconsciemment, au fur et à mesure, on s'est dit, bah, le top, c'est celui du coup qui pénètre, donc bah, c'est le dominant ou la dominante, et le bottom, bah, c'est celui qui se laisse faire, donc il ou elle est dominé. Et, au fur et à mesure des années, il y a quelques temps, il y a le terme de power bottom qui est sorti, où c'est le bottom qui en fait renverse le rapport de force, qui dit, OK, je me prends ça, mais ça veut pas forcément dire que tu domines. Tu vois, des choses comme ça. Et power bottom, pour la traduction, j'ai jamais lu à le traduire, mais là, sur le coup, je le mettrais en fonction de l'écrit, je l'emprunterais à l'anglais. Euh, et autre chose, même encore plus large que la communauté gay en érotisme et en sexologie, c'est que on a toujours eu cette idée de la pénétration, où on a un corps qui va entrer dans un autre. Et en fait, depuis, je sais pas, je pense que ça va faire 10 ans à peu près, bientôt, qu'on a vraiment un terme qui a été inventé, un néologisme qui a été inventé pour une écrivaine féministe allemande, je crois, qui s'appelle Bidia Adam Jacques, qui est en fait, elle a inventé un néologisme qui s'appelle la circlusion. Et donc la circlusion, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est, en fait, on voit plus l'idée un corps qui arrive dans un autre, c'est on a quelque chose qui enveloppe, c'est le moment où quelque chose est enveloppé. Et donc ça enlève ce rapport de force qu'on peut voir parfois dans les textes érotiques où bah, c'est plus vraiment le pénis qui va aller pénétrer, je sais pas, la vulve par exemple, ou la bouche, mais ça va être la bouche qui circule le pénis. Tu vois? Et donc ça inverse un petit peu. Et bon, c'est des néologismes, voilà, ça arrive après dans le vocabulaire français aussi, ça s'est mis au fur et à mesure, voilà. C'est pas encore, voilà. Tu dis circlusion à quelqu'un, je pense, il y a beaucoup de personnes qui sont là, quoi. Donc voilà, mais ça peut être intéressant justement. C'est là qu'on voit que la langue, elle joue dans les rapports de force, oui, mais dans les rapports de force du sexe encore, enfin vraiment beaucoup aussi, quoi. Pourquoi c'est important de parler de la traduction érotique? Pour faire une ouverture d'esprit et découvrir comment vivent les gens ailleurs et comment ils font l'amour. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est une littérature comme les autres, en fait. C'est un genre comme les autres, la littérature érotique. Et c'est justement, on peut utiliser cette littérature comme en fait un moyen d'information. Moi, j'avais certaines maisons d'édition qui me donnaient vraiment une liste, une fiche de lecture où elles me disaient en fait, est-ce qu'il y a ce thème-là qui est abordé? Est-ce qu'il y a ce thème-là qui est abordé? Est-ce qu'il y a viol, par exemple? Est-ce qu'il y a des VSS, des violences sexuelles et sexistes? Pour qu'ensuite on puisse vraiment faire de l'information en début de livre, donner par exemple des ressources si jamais, etc. Avant, il n'y avait pas tant que ça des trigger warnings, des avertissements. C'est important de le mettre en fait dans le domaine du sexe aussi parce que bah il y a quand même beaucoup, beaucoup encore de violence, etc. Et dernière chose, c'est que on voit beaucoup euh, de gens qui disent qu'ils sont fait de la traduction érotique pour des maisons d'édition comme premier job. Et la traduction littéraire, de toute manière, c'est un peu genre le parent pauvre de la traduction souvent, hein. Et en traduction littéraire érotique, j'ai l'impression que parfois c'est assez hardcore les tarifs qui sont proposés et tout. Donc il faut qu'il y ait une sorte de légitimation, de mettre en avant et tout, parce que c'est sûr qu'on va pas payer beaucoup pour un genre qui en fait est vu comme bas dans la hiérarchie de la littérature, même si à mes yeux il n'y a pas de hiérarchie de la littérature, c'est très horizontal. Dans le milieu de la traduction érotique, il y a beaucoup de fanfiction et de indie publishing, ce qui fait que, et je pense que c'est un peu, ça se corrèle un petit peu, il y a beaucoup de traductions bénévoles du coup. Donc, si on en parle et tout, bah, ça donne de la visibilité. Et on voit que quand on donne de la visibilité aux écrits érotiques,
bah, ça marche bien parce que bah, il y a Call Me by Your Name, il y a After, il y a Heated Rivalry ces derniers mois. Donc les gens aiment ça. Donc les gens sont, si on reste dans un esprit vraiment capitaliste, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc tranquille. Voilà. Que penses-tu des traductions automatiques? On pourrait se dire, oui, mais bon, c'est bon, c'est que du sexe, tu le traduis à l'IA et puis c'est bon, c'est tranquille. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça parce que bah, justement, ça reste une traduction comme les autres avec des humains qui sont mis en scène. C'est difficile pour une machine de s'imaginer comment on fait le sexe parce que elle sait pas, parce que elle a pas l'usage parce qu'elle l'a jamais fait de première fois. Elle a jamais regardé. Enfin, si, elle a regardé sûrement du porno, elle le regarde, mais de manière très robotique, mais elle a jamais vécu la masturbation, elle a jamais vécu la première discussion avec ses parents sur c'est comment qu'on fait les bébés, les choses comme ça et tout. Donc il y a vraiment un vécu autour de la sexualité qui est très humain et donc c'est très dommage parce que je pense que ça va produire des textes, ça produit déjà des textes de toute manière, donc ok. Moi je suis pas contre l'IA, je suis juste là en mode bon bah il y a des avantages et des inconvénients. Et ça va produire des textes, ça produit des textes. Maintenant, bah, si les gens sont contents de ces textes, bah, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense qu'on, sans le savoir, on passe à côté de plein de choses, de plein de discussions et de recherches qui sont possibles. À qui ça s'adresse? La littérature érotique, ça peut être pour une personne qui n'a que 50 nuances de Grey comme référence en littérature érotique pour voir que en fait c'est plus que ça. 50 nuances de Grey, c'est une facette de la littérature érotique et je dis pas que c'est mauvais ou bien, c'est une facette comme les autres. Et juste une facette, bah, il y a des milliards de facettes, donc on peut vraiment trouver son compte et trouver des trucs très très intéressants. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'est trop gentil. Est-ce que tu peux me dire où on peut te suivre sur les réseaux? Bah, moi, je suis juste sur LinkedIn, donc Maxence Bigan sur LinkedIn, vous pouvez me trouver. Euh, je publie beaucoup, enfin, je publie pas tant que ça en fait. Je publie quand je fais des trucs en fait. Donc, par exemple, quand j'étais à cette conférence en Belgique, j'ai publié pour la soutenance de mémoire, j'avais publié. Là, j'ai quelques projets à côté, donc peut-être que je vais avoir des publications si ces projets portent leurs fruits. Mais je trouve ça toujours très intéressant. Et puis, je suis toujours au-delà de me voir mes publications, je suis très très intéressé de discuter avec d'autres personnes de la littérature érotique et de la traduction.